Et bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour travailler pour le bac en prenant aujourd'hui le sujet d'Amérique du Nord du jour 1, il me semble. Et donc on poursuit notre série d'exercices par thème. Aujourd'hui, ce sera les fonctions. Donc là, je suis sur l'exercice 3 de ce sujet. N'oubliez pas que l'idée, c'est que vous puissiez donc mettre sur pause, essayer par vous-même. Moi, j'apporterai la correction la plus détaillée possible, mais ne restez, s'il vous plaît, pas passif. Ne vous contentez pas de regarder, parce que vous allez vous donner juste une impression d'avoir compris. Je vous le souhaite que ça puisse vous aider, mais ne vous contentez pas d'une impression. Confirmez en écrivant sur votre feuille, ou ne serait-ce qu'essayer de commencer. Si vous êtes bloqué, essayez d'avancer un petit peu la vidéo pour voir comment je commence. Et si vous vous dites «Ah mais oui c'est vrai», alors c'est excellent puisque vous redonnez du grain à moudre à votre mémoire et du coup, essayez de terminer la question. N'hésitez pas à vous abonner et à surtout activer la cloche, c'est pour en fait savoir quand est-ce que je sors un nouvel exercice corrigé. Et enfin, évidemment, peut-être que toutes les questions ne vous intéressent pas. N'hésitez pas à aller dans la description pour cliquer sur les différentes parties. J'ai mis les thèmes qui étaient abordés. Ça vous permet d'aller directement là où vous le souhaitez si jamais vous préférez traiter une partie plutôt qu'une autre. Allez, on démarre de suite. Alors on commence avec une étude de fonction. En tout cas, le but de l'exercice est d'étudier cette fonction f définie sur 0 exclu plus l'infini. 0 exclu plus l'infini parce qu'on a la présence du logarithme népérien. Et à l'intérieur, eh bien, on a x carré. Eh bien, ça n'a pas changé grand-chose à l'histoire en termes de définition. Quoique si on prend des nombres négatifs, on va systématiquement se retrouver positif. C'est peut-être pas lui qui est le plus restreignant. En tout cas, ils veulent faire l'étude sur 0 exclu plus l'infini. On a effectivement le 0 qui est forcément exclu puisque ln de 0 et 1 sur 0 n'existent pas. Mais les nombres négatifs, eux, n'étaient pas forcément exclus par ln, puisque mis au carré, ils donnent quelque chose de positif. Partie à lecture graphique, on a tracé ci-dessous la courbe représentative CF de la fonction f ainsi que la droite tangente, donc CF est en rouge a priori, la droite T tangente à la courbe CF est en noir. On nous informe des coordonnées du point A qui est ici 1, moins 1, et on nous dit que cette tangente passe également par le point B, 0, moins 4, c'est bien le cas. La question 1 est la suivante. Lire graphiquement, on n'attend aucun calcul, f' de 1 et donner l'équation réduite de la tangente. Et si on se reproduisait cette figure pour pouvoir écrire dessus, ça pourrait être pas mal. Voilà qui est fait. On va pouvoir annoter ce dont on peut avoir besoin. Et donc du coup on nous dit lire graphiquement f' de 1. Et donner l'équation réduite de la tangente, vous avez deux verbes. Ici, vous avez lire et vous avez donner. Donc du coup, on s'attend, pour valider complètement la question, à deux réponses. Lire graphiquement, on ne s'attend à aucun calcul. Qu'est-ce que c'est que f' de 1 dans votre tête lorsque vous voyez f'? Lorsque vous voyez f', vous devez penser à coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse, celui qui est donné entre parenthèses. Autrement dit, à la différence d'une image, d'ailleurs on en aura peut-être besoin, c'est-à-dire de f de 1. f de 1, qu'est-ce que c'est? Je me dirige en 1, je trouve la courbe représentative de f, qui est en rouge ici, et f de 1 consiste ni plus ni moins qu'à aller regarder sur l'axe des ordonnées à quel point correspond, à quelle ordonnée correspond cette abscisse sur la courbe. Donc par exemple, f de 1 ici, on lirait moins 1. Mais f' de 1, c'est pas ça qui est demandé. f' de 1, on va en 1, on va sur la courbe de la même manière, jusque-là, il n'y a aucune différence. Sauf que là, le réflexe est différent. Vous n'allez pas aller sur l'axe des ordonnées, vous allez vous concentrer sur la présence d'une tangente. Comme par hasard, il y en a une qui est tracée. On vous donne même deux points par laquelle elle passe. Et donc, quand vous voyez f',
On s'intéresse à la tangente au point indiqué entre parenthèses. Et ce qui nous intéresse dans cette tangente, c'est son coefficient directeur, sa pente, si vous voulez. Comment est-ce qu'on trouve une pente sans faire aucun calcul? Eh bien, en fait, on va s'intéresser à une première méthode qui consiste à se déplacer d'un carreau à partir d'un point connu sur cette tangente, sur cette droite. On se déplace d'un carreau vers la droite et avec un peu de bol, on va rejoindre la même droite en comptant le nombre de carreaux. Et ce que je disais avec un peu de bol, c'est que ce nombre de carreaux puisse être entier. Et là, en l'occurrence, si on se décale d'un carreau vers la droite, eh bien le coefficient directeur, c'est ni plus ni moins le nombre de carreaux qu'il faut pour rejoindre verticalement cette même tangente. Là, je vais le tracer pour que vous le voyez bien. C'est ce que j'ai fait ici. Je me décale de un carreau, d'une unité de carreau vers la droite à partir d'un point de la tangente. Et je regarde s'il faut que je remonte ou il faut que je redescende pour rejoindre cette même tangente. Ici, il faut que je monte de 3 carreaux. Donc une première réponse qu'on peut apporter, c'est par lecture graphique. Mais là, je n'ai pas besoin de le préciser puisque c'est ce qui était demandé. On voit que f', alors ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que f' de 1 correspond au coefficient directeur. De la tangente. T au point d'abscisse ici, on va l'appeler x0 qui vaut ici 1. Et donc du coup, ce coefficient directeur correspond à la démarche que je viens de décrire. Et on peut lire directement que f' de 1, eh bien c'est 3. Une autre méthode, si jamais vous êtes coincé, vous ne savez plus qu'il faut vous décaler d'un carreau vers la droite, et qu'en se décalant d'un carreau vers la droite, il nous suffit de lire de combien de carreaux il faut monter ou descendre pour rejoindre la courbe, et que c'est ça qui est le nombre dérivé en question. Eh bien, vous avez également la possibilité de vous souvenir que f', et surtout le coefficient directeur, puisque c'est toujours de ça dont il s'agit, c'est nombre déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. C'est-à-dire que si vous ne tombiez pas sur un nombre de carreaux entiers en vous déplaçant de un carreau vers la droite, sachez que vous pouvez toujours également vous déplacer de plus d'un carreau vers la droite, mais par exemple tenter de vous déplacer de 2 et de voir de combien vous allez monter ou descendre pour rejoindre la courbe et espérer tomber sur quelque chose d'entier. Donc là ici il s'avère qu'on avait déjà quelque chose d'entier, mais je prends le cas où vous seriez déplacé d'un carreau vers la droite et que vous ne seriez pas tombé sur quelque chose d'entier. Là ici vous remarquez qu'en vous déplaçant de 2 carreaux vers la droite, on monte finalement de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette situation pour trouver le coefficient directeur? Eh bien, vous allez diviser le nombre de carreaux verticaux divisé par ceux horizontaux. Tout à l'heure, on avait 1, 3. 3 divisé par 1, ça fait bien 3. Là, vous avez 6, 2. 6 divisé par 2, vous avez 3 également. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Une troisième possibilité existe. J'avais remis les coordonnées des points. Alors, normalement, aucun calcul là ne vous est demandé, puisque c'est une lecture graphique, mais c'est bien d'avoir un plan B, voire un plan C, au cas où, puisque ça nous permet tout de même de répondre à la question. N'oubliez pas qu'un coefficient directeur, si vous avez connaissance de 2 points de coordonnées de la droite en question, eh bien, vous avez la possibilité de faire YB moins YA divisé par XB moins XA. C'est une formule que vous avez apprise normalement en 3e et qui vous permet d'accéder par le calcul au coefficient directeur. Donc là, ça vous fait 3 possibilités pour répondre à cette question. Alors, j'allais passer à la question 2. Alors que j'avais dit tout à l'heure, attention, regardez le nombre de verbes qu'il y a dans les questions. Même moi, je ne suis pas à l'abri de cette petite erreur. Et donc, on avait dans la deuxième partie donné l'équation réduite de la tangente. Quand vous voyez équation de tangente,
eh bien vous devez avoir ce réflexe-là. L'équation réduit une tangente n'importe laquelle à une courbe CF au point d'abscisse x0 s'écrit y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Lorsque vous voyez équation réduite d'une tangente, vous devez avoir ce réflexe. Présentez s'il vous plaît la formule. C'est pour juste nous dire de quoi vous partez. Et ici, vous allez préciser que vous allez partir avec un x0 qui est ici égal à 1, puisque c'est f' de 1, enfin en tout cas tout se passe en 1. Équation réduite de la tangente, donc oui au point d'abscisse 1, tangente t. Et donc du coup on va aller remplacer x0 par sa valeur. Ce qui donne pour t ici en l'occurrence, y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. F' de 1, il s'avère qu'on l'a déjà, c'est 3. Mais on s'aperçoit qu'il nous manque f de 1, c'est la raison pour laquelle aussi je faisais la petite remarque tout à l'heure pour vous rappeler ce que c'est que la lecture d'image. On peut rajouter juste en dessous qu'on lit que f de 1, c'est l'image de 1 par f, et l'image de 1 par f, c'est se positionner en 1 sur l'axe des abscisses, trouver la courbe rouge, et se positionner sur l'axe des ordonnées en fonction de l'endroit où on est arrivé sur la courbe. Ici, ce sera moins 1, on se note ça. Or, on lit f de 1 égale moins 1, et on va s'apprêter ici à remplacer, donc j'ai recopié exactement. Allez, f' de 1, on avait dit que c'était 3, et f de 1, on dit que c'est moins 1, donc ça va faire plus moins 1, donc on peut remplacer immédiatement par moins 1. À partir du moment où on est là, eh bien on n'a pas d'autre choix que de développer ici 3 fois x, moins 3 fois 1, moins 1, ce que je vais faire juste en dessous. Ça nous fait 3x, 3 fois x moins 3 fois 1, moins 3 moins 1, hop, je le remplace immédiatement par moins 4. Et donc, on va pouvoir mettre un donc ici. Eh bien, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, l'équation réduite de cette tangente, c'est 3x moins 4. Et là maintenant, on peut passer à la question 2. Allez, en question 2, on nous demande de donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave, que semble représenter le point A pour la courbe CF. Ici, nous avons donc deux questions. Donnez d'abord les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Alors, je vous redonne rapidement les critères pour la convexité. Alors, selon les courbes disponibles, c'est-à-dire celles qu'on vous donne dans l'exercice, vous avez des critères qui vous permettent de répondre à ce genre de questions d'un seul coup d'œil. Et donc, du coup, tout dépend si on vous donne la courbe représentative de la fonction que vous êtes en train d'étudier, elle-même. Alors ici, il s'avère que ça va être le cas, ça va être CF. Et dans ce cas-là, notre critère pour la concavité, j'ai mis que la concavité, pas forcément la partie où c'est convexe, mais vous devinez que c'est l'opposé du coup, hein, si jamais vous cherchez convexe. Eh bien, pour que on ait une concavité, eh bien, il faut que la tangente, ou les tangentes, pardon, enfin, ce sont les x pour lesquels les tangentes sont au-dessus de la courbe. Si jamais on vous donne la courbe de la dérivée de cette même fonction, donc cf', eh bien ce sera, pour dire concave, ce sera partout tous les x pour lesquels cf' est en train de décroître. Et si jamais on vous donne la courbe de la dérivée seconde, eh bien il faudra regarder pour la concavité tous les x où cf seconde est négative. Donc du coup vous déduisez pour convexe qu'on prend tout l'inverse. Ici, à chaque fois qu'on vous donne un graphique et qu'on vous demande d'établir si elle est convexe, enfin sur quel x la courbe est convexe ou concave, la fonction f pardon, est convexe ou concave, eh bien vous allez d'abord vous poser la question, quelle est la courbe qu'on me met à disposition? Est-ce qu'on me met cf, cf', cf seconde? Ici en l'occurrence c'est cf, alors votre critère immédiat c'est regarder partout où les tangentes sont au-dessus, pour tous les x pour lesquels les tangentes sont au-dessus, de la courbe rouge, eh bien on répondra concave. Donc là on nous dit, donnez les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Alors ici, je vais vous montrer en dynamique un petit peu ce que ça peut donner. Ici j'ai remis la courbe de l'exercice, et ici j'ai fait en sorte qu'on puisse bouger la tangente progressivement. Donc si on démarre sur la partie gauche du domaine de définition, c'est-à-dire qu'on s'approche de 0, eh bien, on s'aperçoit que quand on fait progresser ensuite l'axe des abscisses, vous voyez le A ici, c'est une progression
du point sur la courbe, en fait je fais progresser l'axe des abscisses ici, eh bien on voit que les tangentes sont au-dessus de la courbe jusqu'à un point qui est, comme par hasard, j'essaie de me rapprocher de 1, bon j'y serai pas exactement, mais a priori à 1 on n'arrive plus trop à savoir si elle est au-dessus ou en dessous. Et puis ensuite, c'est pas très flagrant, mais là où il faut que vous concentriez votre attention, c'est regardez le point il est à 1,7, à 1,7 en fin de compte, on devine que la tangente, il faudrait que j'aille un petit peu plus haut pour qu'on voit bien que la tangente elle passe en dessous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que bien de 0 jusqu'à 1, a priori, toutes les tangentes étant au-dessus de la courbe, eh bien f est concave, et ensuite après 1, f est convexe, ce qu'on va noter comme ceci. Sur l'intervalle 0,1, f semble concave car ces tangentes semblent se situer au-dessus de CF, et f semble donc convexe sur le reste de l'intervalle d'étude. Que semble représenter le point A pour la courbe CF? Le point, justement, il est à ce 1 là, où on ne sait pas trop si la tangente est au-dessus ou en dessous. Eh bien, c'est représentatif finalement de ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est-à-dire le point où f n'est ni concave ni convexe. Le point semble être un point d'inflexion de CF. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions de cette partie. Passons à la partie B. Alors ici, on nous demande de déterminer en justifiant la limite de f en plus l'infini, puis sa limite en 0. Alors quand c'est marqué en justifiant, mais même si ce n'est pas marqué en justifiant, je vous conseille de vous mettre en mode parano, hein, et de décrire tout ce que vous faites dans le moindre détail. Par contre, pour éviter d'y passer notre vie, on va quand même essayer d'être un petit peu stratège. La première chose qu'on va faire, par exemple, si on s'intéresse à plus l'infini, on va regarder à la volée, comme ça, sans rien écrire, si on ne se dirige pas tout droit vers une forme indéterminée. Est-ce que cette forme-là convient et va nous mener directement à la solution? On n'est pas obligé de se mettre dans une forme indéterminée ou de montrer qu'on arrive à une forme indéterminée pour passer à la suite. Donc du coup, on va aller regarder en plus l'infini. Déjà, est-ce que ça sent bon? Alors, ici, nous avons un produit que je vais mettre en valeur ici. Et nous avons ici une différence. Donc du coup, à la fin, on doit voir par produit, par différence. Ensuite, on va prendre les morceaux et on va voir ce qui se passe. Donc en plus l'infini, x va renvoyer plus l'infini. Ensuite ici, on a une magnifique composée, hein, puisque vous ne pouvez pas dire lnx carré directement, c'est lnx que vous avez dans votre cours, il n'y a pas lnx carré de mémoire. Et du coup, ici, on doit la traiter comme une composée. Alors comment ça se passe? On prend x carré et on remplace x par plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça fait toujours plus l'infini. Et donc, ça nous demande d'aller regarder ln en plus l'infini. Or, ln en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Autrement dit, ce morceau renvoie plus l'infini, ce morceau renvoie plus l'infini. L'infini fois l'infini n'est pas indéterminé. Plus l'infini fois plus l'infini va renvoyer ce morceau à plus l'infini. Bon, ça se passe pas trop mal. Par contre, on n'a plus qu'à espérer que 1 sur x ne nous renvoie pas plus l'infini. Sinon, ça nous fera plus l'infini moins l'infini, et là, on est mal. Or, 1 sur x, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc au final, on se retrouve avec plus l'infini moins 0. Eh bien, ça va pas trop mal se passer, cette histoire, puisqu'on va se retrouver sans forme déterminée. Alors le souci, c'est que, pareil, on va essayer d'économiser un petit peu de rédaction. Là, ici, on est censé quand même présenter les choses sous la forme d'une composée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement et utiliser les résultats du cours que je rappellerai juste après brièvement? Là, ici, ce qui nous arrangerait quand même pas mal, c'est que dans le cours, on a quand même x ln x en plus l'infini. Mais ça, bon, c'est pour la limite en 0. Je suis en train de me dire, non, on verra juste pour après la limite en 0. Ce sera bien d'avoir x ln x parce qu'on a ça dans le cours. Est-ce qu'on peut faire plus court ici? Le seul raccourci qu'on a dans le cours, c'est ln x sur x. Tiens, d'ailleurs, je vous les rappelle. Donc voilà ici le rappel. Ln x, lorsque x tend vers 0 plus, donne moins l'infini. En plus l'infini donne plus l'infini. X ln x en 0 plus donne 0.
plus l'infini, c'est ln x sur x qui donne 0. Donc là, si on démarre avec plus l'infini, bon, si on avait été en forme indéterminée, on aurait cherché potentiellement à se mettre sous cette forme. Ce n'est pas le cas, puisque notre petit travail préalable a montré qu'on ne tombait pas sur une forme indéterminée. On passe à la rédaction. Allez, on s'attaque à x pour le moment. X, la limite de x en plus l'infini ne pose aucun problème, c'est plus l'infini. Maintenant, on s'attaque à ce qu'il y a à côté, qui est une composée. Vous devez l'aborder sous la forme d'une composée, car dans votre cours, vous n'avez pas ln de x puissance n de mémoire. Et donc, du coup, il va nous falloir décomposer. Comment est-ce qu'on fait pour décomposer? On s'attaque d'abord à la limite de x carré. Cette limite ne pose aucun problème puisque c'est quasiment la même que précédemment. L'infini au carré donne l'infini. Juste à côté, on va poser grand X. Ici un petit peu à côté. On pose grand X égale petit x au carré. Et on va aller regarder la limite de ln de grand X lorsque grand X tend vers le résultat précédent. Donc, la limite, tac, là vous comprenez pourquoi je fais des pauses. Voilà, c'est pour vous épargner cette écriture. Donc, ln de grand X lorsque grand X tend vers le résultat de x carré, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, il s'avère que ln de quelque chose lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini quand même. Et donc du coup, par composition, eh bien, il s'avère que la limite de ln x au carré lorsque petit x tend vers plus l'infini, tac, je vais mettre une parenthèse, eh bien c'est plus l'infini. Et donc du coup, si on prend les deux morceaux précédents, donc par produit, on a la limite de x carré ln de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, qui donne de x, pardon, x fois ln x carré, qui donne plus l'infini. Je suis allé un peu vite en besogne. Je vais juste mettre par produit, puisque finalement je n'ai traité que le produit. En plus l'infini, il me manque la différence. On a également la limite de 1 sur x qui, en plus l'infini, va nous donner 0. C'est un résultat de cours, j'ai le droit de le dire directement. Et donc du coup, on va conclure que par différence, la limite de ce qu'on cherche, c'est-à-dire tout ça moins 1 sur x, pour ne pas oublier deux morceaux, eh bien ça fait plus l'infini moins 0 qui fait plus l'infini. Et là, je pense qu'on a tout couvert. Allez, en 0 plus, on recommence notre petite démarche de base qui consiste à regarder à la volée déjà ce que ça donne. Bon, en 0 plus, ln0, ça n'existe pas, mais c'est ln0 légèrement positif. En 0 plus, lnx, ça va donner moins l'infini. Et donc, pour x au carré, ça sera 0 plus au carré, hein, qui sera un 0 plus également. On aura ici moins l'infini. Et là, c'est le drame, puisque juste à gauche, nous allons avoir un 0 plus également, un 0. Et 0 fois un infini, c'est fi. Donc, les amis, il va falloir procéder autrement. Donc, nul besoin de noter ça. On va directement à la suite et se demander comment est-ce qu'on va s'en sortir. Alors, pour s'en sortir, en fait, on va avoir comme réflexe, dans un premier temps, de se dire, est-ce que dans les choses qu'on m'a données dans mon cours, je ne pourrais pas me rapprocher d'une forme connue? Qu'est-ce qu'on a comme forme connue qui se rapprocherait de ce qu'on voit ici? On a en 0+, et je ne regarde que pour 0+, puisque c'est la question qu'on me pose, je regarde ce que j'ai à ma disposition. J'ai lnx tout seul et j'ai également xlnx. Ah, xlnx, ce serait pas mal. Si jamais je l'ai, j'ai le droit d'utiliser directement d'après mon cours le fait que, en 0+, la limite de xlnx, c'est 0. Là, j'ai pas tout à fait xlnx, mais je pourrais l'avoir
en exploitant une propriété du logarithme, puisque vous savez que ln de a à la puissance n, c'est n ln a, ce qui permet d'extraire le 2 à l'extérieur et de conserver ensuite ln de x. Donc on va s'écrire ça juste en dessous. Donc dans un premier temps, je vais dire, je sais que ln de a puissance n, c'est une propriété, ça donne n ln a, le n tombe devant le ln. Et donc du coup, si on suit ce schéma, ln x carré, ça va me donner 2 ln x. Ainsi, je vais pouvoir modifier l'expression de ma fonction. Donc, j'informe mon correcteur que je m'apprête à étudier la limite de cette fonction exprimée comme ceci, c'est la même, mais j'ai simplement dégagé le carré devant grâce à la propriété que je viens d'énoncer juste au-dessus. Et là, regardez, ça m'enlève une aiguille du pied, puisqu'en fin de compte, j'ai accès à x ln x en 0+, alors ça nous arrange vachement, puisque dans mon cours, on me dit, bah, t'as le droit de dire que ça fait 0. Eh bien, écoutez, formidable, allons-y, alors, on s'écrit tout ça. Vérifions, on ne sait jamais, hein. Est-ce qu'on ne va pas retomber sur une FI? Là, on va voir 0, 0 moins quelque chose, il n'y a pas de FI là-dedans, hein, puisque 1 sur 0 plus va nous donner plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on y va. Allez, première étape, hein, je rappelle le cours, hein, on a x ln x sans 0 plus qui donne 0, et donc là, on s'adapte à l'exercice, 2 fois x ln x en 0 plus, ça va donner également 0. Je vais également informer le correcteur de cette limite-là. Alors, soit vous faites 1 sur x, mais faites attention à ne pas oublier le moins. Ou alors, vous prenez moins 1 sur x. Bon, là, le rappel de cours, c'est que j'ai le droit de dire que 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Bon, il ne faudra pas oublier le moins à côté. Donc, c'est-à-dire, voilà ce que j'ai écrit ici. Et donc, du coup, on va faire attention de procéder par différence. Donc, par différence, ça nous fera ce morceau qui fait 0 moins plus l'infini. Donc, on va avoir un moins l'infini. Donc, ces résultats, on se les garde dans un coin de la tête, puisque dès qu'on va avoir un tableau de variation, le tableau de variation doit être rempli, et du coup, on n'oubliera pas ces résultats qu'on va pouvoir réutiliser directement. On passe à la 2a. Alors la 2a, on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Déterminer f' de x pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors sachez que quand vous rédigez, que ce soit des dérivées première, seconde, peu importe, des équations et des inéquations, rappelez systématiquement x qui est-ce. Donc du coup, on partira en disant pour tout x appartenant à, ou quel que soit x appartenant, etc. Mais on précise d'abord qu'est-ce qu'on va utiliser pour x. Alors moi, je vais réutiliser celle que j'avais trouvée où j'ai fait disparaître le x carré au profit du 2. Pour une raison simple, c'est parce que ça me donne directement une forme u fois v avec ce qu'il y a dans le ln, qui est une forme simple et directe, hein. Ln x en dérivée, c'est immédiat. Vous pourriez garder ln x carré, pas de problème. Dans ce cas-là, vous auriez traité une ln de u, qui est u' sur u. Bon, ça fait une dérivée dans la dérivée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, ici, je vais me dire que je vais traiter quelque chose de la forme u fois v moins w. Je vais le présenter comme ça. Donc, je vais dire f est de la forme donc u de x multiplié par v de x moins wx, w de x. Et on va préciser qui est qui. Alors on y va directement. On a donc u de x qui est 2x. Un petit peu plus loin, on a v de x, donc son produit qui est ln x. Et un petit peu plus loin, on a w de x qui est 1 sur x, puisque j'ai dit que c'était moins w, donc je vais le garder en positif ici, 1 sur x. Et donc, on a une forme u fois v, donc avant de toute façon de la traiter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner toutes les dérivées. Allez, u' de x, là c'est la dérivée de 2x qui est 2. v' de x,
sa dérivée correspond à la dérivée de lnx, qui est ni plus ni moins que 1 sur x, que je reprends immédiatement. Et enfin, w, y arriver. Là. Et enfin, w, ce sera w' de x, et c'est la dérivée de 1 sur x, qui est, comme vous le savez, moins 1 sur x carré. 1 sur x au carré. Bon, bah on a tout le monde. Alors du coup, finalement, allez, on y va. Pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, on va donner la forme générale de f'. Donc f' de x, ça va nous donner la dérivée de u fois v. Je vous épargne l'écriture. Voilà, moins, du coup, w' qu'on va dériver immédiatement, enfin qu'on va remplacer immédiatement. Allez, on remplace tout le monde à part un là-dedans. Donc je prends ce morceau et on y va. U', donc ce sera 2. U', je vais arriver. U' c'est 2. V lnx. Donc ça me fera 2 fois lnx, c'est-à-dire 2 lnx. Plus u, c'est 2x multiplié par v' de x, qui est 1 sur x. Le voici. Et w', c'est moins 1 sur x carré. Donc ça me fera du moins 1 sur x carré. Et donc ce moins, je vais le transformer immédiatement en plus. Allez, on va modifier ici directement ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir en arrière pour voir comment j'ai fait. 2x fois 1 sur x, je vous rappelle, parce qu'il y en a besoin, je le sais, c'est que c'est 2x sur 1. Et donc du coup, quand on multiplie deux fractions, les numérateurs se multiplient entre eux, ça va donner 2x fois 1 qui fait 2x. Et en bas, ça va donner 1 fois x qui donne x. Donc je peux me permettre de faire ça et de dégager ce qu'il y a à côté. Ensuite, vous avez 2 fois x divisé par 1 fois x. Donc les x vont s'en aller, mais il ne reste pas rien en bas, il reste 1. Et 2 sur 1, ça fait 2. Donc n'hésitez pas à vous repasser cette séquence pour être bien à l'aise avec ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des hésitations là-dessus. N'hésitez pas à le faire et à le refaire. Donc là, ici, on va jeter un coup d'œil sur s'ils nous ont donné une potentielle forme à trouver. Je vois que non. Non. Par contre, pour f seconde, vous voyez juste en dessous, je vais avoir un réflexe que je vous recommande fortement, qui de toute façon doit quasiment être systématique, puisque à l'issue d'une dérivée, vous avez remarqué que 90% du temps, on vous demande de faire le signe de cette dérivée, puis ensuite de donner les variations de la fonction. Eh bien, le réflexe à avoir, c'est d'éviter de rester avec des additions et des soustractions, sauf si vous n'avez que des choses évidentes, du type des carrés, des nombres que vous savez pertinemment être soit uniquement positifs, soit uniquement négatifs. Bref, en dehors de toutes ces situations-là, eh bien, on va avoir tendance à soit factoriser, soit mettre au même dénominateur. Donc ici, qu'est-ce qui met la puce à l'oreille sur le fait qu'il faille que je mette au même dénominateur? C'est parce que c'est représenté avec un seul dénominateur, f seconde. Alors ici, je vais perdre un petit peu de temps peut-être, mais je préfère mettre ça sous un même dénominateur. Et vous allez voir que ensuite, on pourra finalement traiter cette dérivée à faire, puisqu'on va nous demander de toute façon de faire f seconde, et bien comme une u sur v. Donc une chose à la fois. Ici, ce que je vous recommande, quand vous terminez avec f', avec quelque chose de ce genre, ayez comme réflexe, là on ne peut rien factoriser, ayez comme réflexe de mettre au même dénominateur. Alors comment ça va se passer? Le dénominateur, ici, c'est x carré. Le dénominateur de 2, c'est 1. Le dénominateur de 2 lnx, c'est 1. Donc on va multiplier 2 par x carré, en haut et en bas, 2 lnx par x carré, en haut et en bas, de telle manière qu'on se retrouve avec un dénominateur unique qui soit x carré. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le 2 qui, pour être au même dénominateur que x carré, doit être multiplié par x carré. Donc le 2, lui,
il va voir apparaître juste à côté de lui un x carré. Et le 2 ln x, lui aussi, va falloir qu'il soit multiplié par x carré pour avoir le dénominateur x carré. Donc on va conserver le 2 ln de x, mais on va avoir un x carré qui va venir se multiplier fois x carré. Donc dans le détail, on a 2 ln x sur 1 plus 2 sur 1. On multiplie en haut et en bas 2 ln x par x carré, le 2 par x carré, et on obtient cette forme-là. Ici, je vais simplifier tout de suite. 2 ln x fois x carré, on peut le réécrire en 2x carré ln x, par exemple. Ce sera peut-être plus simple à magnifier. Et je m'aperçois en le faisant que finalement, ça va peut-être pas nous simplifier la vie. C'est bien de se réajuster de temps en temps, mais là, je m'aperçois qu'on se retrouve avec une u fois v à gérer. Et là, quand on va vouloir faire la f seconde, hein, je suis toujours à f' là, et je m'aperçois que c'est pas cool. En fin de compte, je risque de perdre un peu de temps. Donc, je vais me réajuster. Je vais me dire qu'on va peut-être d'abord dériver ça, puis ensuite mettre au même dénominateur. Quoi qu'il en soit, le réflexe de factoriser ou de mettre au même dénominateur après avoir dérivé, ça reste quand même valable dans beaucoup de situations. Là, il s'avère que bon, je l'ai tenté, je vois que ça ne me simplifie pas la vie, alors je me réajuste, je l'enlève, et on va passer directement à la dérivée de ce qu'on a obtenu ici pour f'. Allez, on redémarre à partir d'ici, montrer que pour tout x appartenant au même intervalle, f seconde est sous cette forme. Alors ici, donc j'ai fait un copier-coller pour l'instant, vous ne vous fiez pas trop à ce qui est noté. Je redémarre avec f' que je viens de reprendre d'ici. Et ici, on va se réinterroger ici de quelle forme est-ce qu'on a sous les yeux. Donc là, j'invoquerai une u plus v plus w. Et on va reprendre chacun des éléments. Donc u, c'est 2 ln x. V, ce serait 2. Et w, ce serait 1 sur x carré. On dérive ça. 2 ln x. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc ça fera 2 fois 1 sur x qui va vous donner 2 sur x. Oups. Qui va vous donner 2 sur x. La dérivée de 2 ne pose pas grand problème puisque ce sera 0. Et la dérivée de 1 sur x carré va donner la chose suivante. Alors comment ça se fait? Deux stratégies. Soit vous savez que lorsque vous avez 1 divisé par une fonction, soit vous savez que c'est de la forme 1 sur u, auquel cas ça vous fait moins u' sur u carré. D'ailleurs j'ai oublié le... Alors non, j'ai pas oublié le x puisque j'ai déjà simplifié, mais je vais le faire comme ça. C'est moins u' sur u carré. Donc u', ça donnerait la dérivée de 2x, de x carré pardon, qui donne 2x, avec le moins devant, et sur u carré, x carré au carré, qui donne x4. Et on a 2x et on a x4, on peut éliminer le x et éliminer ici une puissance. Et ça nous donne moins 2 sur x cube. Ou alors vous savez par cœur que lorsque vous faites 1 sur un polynôme, comme ça, enfin, on va dire 1 sur x puissance n, vous allez obtenir n divisé par x puissance n plus 1. Donc quand le monôme comme ça, avec une puissance est au dénominateur, au lieu d'en perdre, lorsque vous, par exemple, vous dérivez x carré, ça fait 2x puissance 1 en réalité, ou x cube, ça vous fait 3x carré, donc en fait, on perd un degré, tandis que quand il est placé au dénominateur, en fait, on gagne un degré. Donc c'est une autre astuce. Donc soit vous l'envisagez comme une 1 sur u et vous retenez que c'est moins u' sur u carré, soit vous faites, vous la prenez par cœur et vous dites, bon bah voilà, j'ai le carré, ça va me donner 2 au numérateur, et au dénominateur, ça me donnera 1 degré de plus. Ah oui, et vous avez une autre solution qui est de considérer que ça c'est u sur v. Et vous refaites la démarche u'v moins uv' sur v carré. Vous allez tomber exactement sur le même résultat. Donc toujours avoir plusieurs solutions
à disposition. Donc ici, on va s'intéresser à f seconde. Hein. Ne vous fiez pas à ce que j'ai marqué, c'est pas le copier-coller de ce qu'il y avait au-dessus. On va s'adapter. Donc ici, finalement, on va dériver u plus v plus w. Ça va donner u' plus v' plus w'. Tout simplement. Donc on va aller recopier ce qu'on a. U' c'est 2 sur x. V' c'est 0, je ne le mets pas. Et W' c'est moins 2 sur x cube, que j'accole directement. Ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas exactement la forme attendue. Alors, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que nécessairement vous vous êtes trompé. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Alors, pour prouver une égalité, puisqu'il s'agit de ça, on voudrait prouver que ce qu'on a trouvé, c'est exactement la même chose que ce qui est demandé. Pour prouver une égalité, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez de ce que vous avez et vous tentez coûte que coûte d'arriver à ce qui est noté ici. Soit vous partez de ce qui est noté comme attendu et vous développez, vous réduisez dans ce cas-là pour espérer tomber sur ce que vous avez. Ou alors vous faites un peu des deux. Bon, ici, moi je propose qu'on avance quand même sur cette forme, sur cette expression, puisque je vous avais dit qu'il était quand même très intéressant, lorsqu'on finit de dériver d'une manière générale, de soit factoriser, soit se mettre sous le même dénominateur. Or ici, on a des quotients à notre disposition, ils ne sont pas au même dénominateur, donc c'est ce qu'on va faire. Pour que tout ça soit au même dénominateur, c'est-à-dire x cube, d'ailleurs ce qui nous arrange bien, c'est la raison pour laquelle je le fais, puisque je vois que le dénominateur x cube, c'est ce qui va être demandé. Eh bien ici, il n'est pas très compliqué de mettre les choses sous le même dénominateur. Il faudra que je multiplie le dénominateur et le numérateur de 2 sur x par x carré en bas et en haut. X carré fois x va me donner x cube, et 2 fois x carré me donnera 2x carré. Donc je vais me retrouver finalement avec 2x carré en haut, moins 2, pour pouvoir mettre tout ça au même dénominateur. Et là, je m'aperçois que c'est toujours pas la bonne forme. Alors, on essaye d'avancer encore. On se dit, bah, peut-être qu'on a, ici, on a un 2 en facteur, donc on essaye d'avancer. Alors, je vais mettre 2 en facteur, alors, dans ce cas-là. Donc, je continue, je mets 2 en facteur, ça va me faire 2 facteurs de x carré moins 1. Je vérifie, 2 fois x carré me donne bien 2x carré, moins 2 fois 1, ça me donne bien 2, c'est bon, j'ai bien factorisé. Je n'ai toujours pas la forme attendue. Alors ici, je vous rappelle que ça peut être pas mal des fois d'avoir ça en tête. Alors ça va remonter un petit peu pour certains d'entre vous, mais lorsqu'on a a carré moins b carré, souvenez-vous, tout ça, ça peut être toujours utile, hein. Eh bien, ça peut être mis sous la forme a plus b facteur de a moins b. Et ici, x carré moins 1, c'est ni plus ni moins que x carré moins 1 au carré. Et donc du coup, tout ceci fait que eh bien, je peux transformer mon x carré en x plus 1, x moins 1, via la propriété que j'ai utilisée au-dessus. Et on obtient bien ce qui est demandé. Et là, j'en vois la moitié, à peu près, je dirais, entre vous réagir en disant « Mais oui, mais moi, ça, j'y pense pas, je l'ai pas en tête. Donne-moi une autre façon de procéder. » Parce que là, moi, sincèrement, j'aurais été devant ma feuille au bac, j'y aurais pas pensé, j'aurais été bloqué. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, au lieu de mettre or ça, vous mettez or, vous prenez ceci, c'est-à-dire la forme attendue, et vous la développez. Et en la développant, vous vous apercevez que vous allez tomber sur exactement ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, je vous invite à le faire. Vous allez faire x fois x fois 1, x fois moins 1, ça va donner moins x, 1 fois x, ça va donner plus x, moins x plus x, ça va dégager, et 1 fois moins 1, ça va donner moins 1, donc vous allez tomber sur 2 facteurs de x carré moins 1. C'est bien ce que vous aviez avant. Vous avez fait la jonction entre votre forme
et celle qui est attendue par l'énoncé. Donc vous pourrez conclure, donc f seconde s'écrit bien comme ce qui est attendu. C'est la démarche utilisée pour prouver des égalités. Donc là, ici, on se retrouve avec notre f seconde de x. Hop là. F seconde de x qui vaut ça. Et c'est bien la forme qu'on voulait. Alors en 3, on nous demande d'aller étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qui dit étude de convexité dit en principe dériver une première fois, dériver une seconde fois, et aller regarder le signe de la dérivée seconde. Alors il s'avère que la dérivée seconde, bon, on l'a déjà. Donc du coup, on va aller étudier le signe de f seconde. Alors pour aller étudier le signe d'une fonction, vous avez différentes façons de procéder. Alors, beaucoup d'entre vous connaissez le fait de mettre un tableau de signes, et lorsqu'on a un produit, par exemple de fonction, en fait on mettra une ligne pour un signe, une ligne pour l'autre signe, puis on fera le bilan. Ici, en fait, on devrait mettre autant de lignes que de facteurs, donc du coup, on en a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième si on comptait 2, mais bon, 2 étant positif, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais on pourrait répertorier ça dans un tableau. Ici, on va procéder un petit peu différemment, puisque dans d'autres vidéos, on aura l'occasion de faire des tableaux de signes. Ici, déjà, je vais commenter le fait que, par rapport à tout à l'heure, je disais qu'il était très important, quand vous finissez la moindre dérivée, d'essayer de factoriser ou de mettre au même dénominateur. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on fait une étude de signes, et lorsque vous faites vos lignes justement dans vos tableaux, en réalité, vous mettez autant de lignes qu'il y a de facteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur? Ce sont des éléments qui sont séparés par des multiplications, des divisions. Donc par exemple, ici on a 2 fois x plus 1, le morceau x plus 1, fois le morceau x moins 1, divisé par le morceau x cube. Les 4 éléments que je viens de citer là forment les 4 facteurs de cette expression. Tandis que si vous prenez x plus 1 tout seul, x et 1 ne sont pas des facteurs. Ce sont ce qu'on appelle des termes. Les termes, ce sont des éléments qui sont séparés par des additions et soustractions. Bon, c'est pour vous le donner grossièrement. Mais ayez en tête que pour faire une étude de signes, il est toujours plus aisé de se mettre sous une forme factorisée ou mise au même dénominateur. Factoriser pour avoir étudié des produits, mettre au même dénominateur pour avoir étudié des quotients. Produits quotients sont les familles de processus multiplicatifs qu'on utilise pour les études de signes. Et pourquoi donc? C'est parce que faire plus quelque chose fois, mettons là que ce soit négatif, moins quelque chose, plus fois moins, ça fera moins. Mettons que ce soit négatif encore, moins fois moins, ça fera plus. Et si tout cet ensemble est plus et qu'en bas c'est plus divisé par plus, ça fait plus. C'est un raisonnement que vous ne pouvez pas utiliser lorsque vous avez une succession. Alors une succession d'additions d'éléments positifs, ça vous donnera quelque chose qui est que positif. Donc, ce sont des cas particuliers, mais ça arrive. Mais pour la majorité des études que vous allez faire, il sera quand même beaucoup plus simple d'étudier les signes d'éléments mis en facteurs. Du coup, comment on va procéder? Ici, on va s'interroger sur les 4 facteurs dont je viens de parler. 2, x plus 1, x moins 1 et x cube. Bon, 2, on n'en parle même pas, on voit bien que c'est positif. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. X plus 1. Comment est-ce qu'on va faire pour dire que x plus 1 est forcément positif? Eh bien, la démarche est la suivante. Lorsque vous voulez justifier le signe, eh bien, vous allez partir de l'intervalle d'étude qu'on vous donne depuis le départ. Ici, on nous demande d'étudier la convexité de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire pour tout x strictement supérieur à 0. On va mettre strictement supérieur à 0.
Autrement dit, ceci est votre inéquation de départ. Et à partir du moment où vous avez cette inéquation de départ, elle a été donnée, donc il n'y a pas besoin de justifier, hein, vous pouvez partir de là. Et à partir de là, on va reconstituer nos facteurs, et ça nous amènera à une preuve irréfutable quant au signe de chacun de ces facteurs-là. Donc là, par exemple, si je prends x plus grand que 0, bah forcément, qu'est-ce qui va se passer pour x plus 1 ? X plus 1, lui, qu'est-ce qui se passe pour... comment est-ce qu'on fait pardon, pour le reconstituer ? Bah, on ajoute 1 de chaque côté. Donc ça fait x plus 1 plus grand que 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc du coup, 1, c'est forcément plus grand que 0. Donc voilà le procédé. Le procédé, là, nous amène au fait que bah, x plus 1, on prend que des nombres qui sont positifs, bah, forcément, si on leur rajoute 1, c'est forcément plus grand que 1, mais 1 est surtout plus grand que 0, puisqu'on s'intéresse au signe. Donc ça veut dire que x plus 1, finalement, sera compté positivement. Faisons la même chose avec x moins 1. Je copie-colle. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là, ça va être pareil pour les suites. Souvenez-vous, lorsque vous étudiez par exemple les variations d'une suite et que vous n'avez pas une suite arithmétique et géométrique, suite quelconque, vous allez avoir tendance à faire un plus 1 divisé moins un par exemple. Et pour statuer si la suite est croissante ou décroissante, eh bien, il faudrait savoir si un plus 1 moins un est plus grande que 0 ou plus petite que 0. Et donc du coup, vous allez vous retrouver assez régulièrement avec des facteurs et il va falloir statuer si chacun, s'ils sont positifs, négatifs, etc. Et bien vous procédez de la même façon. Qu'est-ce que vous direz simplement dans les suites ? Bah, si c'est pour tout n entier naturel, et ben on posera pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc là ici, x moins 1, qu'est-ce qui va se passer ? Et ben, je vais faire moins 1 de chaque côté. Et là, je ne vais pas arriver à statuer. Donc ça veut dire que ici, x-1, il va falloir l'étudier autrement. Donc du coup, lorsqu'on veut étudier une chose comme ça sur laquelle on ne peut pas statuer de la manière dont je viens de l'expliquer, eh bien la démarche, c'est la suivante. La démarche, c'est de dire, mais je reprends ici mon x-1 et je vais le poser, je vais demander quand est-ce que x-1, toi, tu es plus grand que 0. Et je vais résoudre l'inéquation. Eh bien, x-1 sera supérieur à 0 pour tout x plus grand que moins 1. Donc si je devais remplir un tableau, j'aurais un 0 à poser pour x égale moins 1, et à droite de ce 0, je mettrais un signe plus. Regardons ce qui se passe maintenant avec x cube. Et pour la fonction cubique, le raisonnement, c'est plus de dire, on m'avait donné tout un tas de fonctions de référence, notamment en seconde, revues en première potentiellement, où là, c'est un résultat de cours. Pour tout x plus grand que 0, x cube est plus grand que 0. Évidemment, c'est 1 au-dessus, puisque j'ai fait passer directement le moins 1 de l'autre côté. Vous m'aurez corrigé, évidemment, je vous ai entendu hurler de loin. Effectivement, c'est x plus grand que 1. Résultat des courses, on s'aperçoit que finalement, le signe de f seconde ne va pas dépendre de x cube, puisqu'il est toujours positif. Ne va pas dépendre de x plus 1, c'est positif. Ne va pas dépendre de 2, c'est positif. Tout va dépendre de x moins 1. Et pour x moins 1, finalement, tout tourne autour de 1. Donc du coup, il faut qu'on établisse notre raisonnement pour le signe autour de 1. Donc ici, on va repartir en disant, pour x entre 0 et 1, là on nous dit x moins 1 est plus grand que 0 après 1, de 1 à plus l'infini. Mais avant 1, c'est négatif. Donc entre 0 et 1, x moins 1, ici on avait posé la condition pour qu'il soit plus grand que 0, bah c'est pour x plus grand que 1. Là ici j'ai pris des x qui sont plus petits que 1, c'est pour ça que je mets x moins 1, du coup c'est le signe opposé, est inférieur à 0. Et du coup par extension, vu que f seconde dépend du signe juste de x moins 1, bah f seconde entièrement sera négative. Et lorsque la dérivée seconde est négative, j'avais rappelé ça un petit peu
plus haut, f seconde, partout f seconde est négative, on a du concave. F seconde est négative, donc f, pardon, puisque c'est une conclusion sur f, est concave. Deuxième point, pour x allant de 1 à plus l'infini, pour x allant de 1 à plus l'infini, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, x plus grand que 1, c'est x allant de 1 à plus l'infini, x moins 1 est plus grand que 0 et représente le signe de f seconde qui lui est donc plus grand que 0. Donc f est convexe. Voilà pour cette question. Dans la question d'après, nous avons étudié les variations de f', puis le signe de f' pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a deux choses à répondre. Donc du coup, étudier les variations de f'. Ah tiens, c'est étonnant, les variations de f', on n'y est quand même pas habitué. On est plutôt habitué à faire le signe de f' et à en déduire les variations de f. Donc pour rappel, lorsque vous avez le signe de f', vous en déduisez les variations de f. Le signe de f' mène aux variations de f. De la même manière, le signe finalement de f seconde, si on décale tout, regardez bien, le signe de f seconde, qu'est-ce qui va se passer? Il va mener aux variations de f'. Tiens, du coup, ça nous arrange bien, puisqu'au final, on vient d'étudier le signe de f seconde, et donc du coup, on peut accéder aux variations de f'. Donc, autrement dit, ce qu'on va dire, donc là, c'est plus en guise de rappel, encore une fois. Hein. Hop. Donc, ce qu'on va dire, nous, ici, on va reprendre les intervalles qui sont au-dessus. Donc, pour x entre 0 et 1, on a f seconde qui est inférieur à 0, et f seconde inférieur à 0, donc c'est de la concavité. On a dit que le signe de f seconde mène aux variations. Donc oui, on revient au final également au tableau que je vous avais donné tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe partout où f seconde est négative? On a f' qui décroît. Donc ça, c'est bien les variations de f'. Donc du coup, ici, partout où f seconde est négative, f' décroît. Ensuite, pour l'intervalle d'après, voilà, pour tout x entre 1 et plus l'infini, f seconde est supérieur à 0, donc vous en déduisez facilement la suite. Donc là, c'est une conclusion par rapport à la question, donc ce sera un donc. Voilà. Et donc on aura f' qui est croissante. Alors, je remarque que j'ai oublié un point là-haut, puisque je n'ai pas parlé du point d'inflexion. Puisque, que se passe-t-il pour x qui est égal à 1? Pour x qui est égal à 1, eh bien, en fait, f seconde n'est ni positive ni négative. C'est-à-dire que f seconde s'annule. F seconde égale 0. Et donc, ça veut dire qu'il existe un point d'inflexion x égale 1. Donc, on dira, pour x égale 1, f seconde égale 0, et il existe un point d'inflexion en x égale 1. Pour compléter les variations, on pourrait peut-être bien inspiré de... Donc elle est décroissante croissante, donc elle admet un minimum, donc on pourra dire que f' admet un minimum pour x égale 1. Et donc un minimum pour x égale 1. Et donc ce sera f' de 1. Et f' de 1,
Cherchons, qu'est-ce que ça donne? F', bah oui, mais c'est moi qui l'ai. F', F' est ici. Ce sera... Hop, je le prends. Je vais le mettre en dessous. Donc F' de 1, ce sera 2 ln1 plus 2, 1 sur 1 carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. ln1, ça fait 0. Donc f' de 1, ça fait 3. Ça pourrait ne pas être inutile pour le signe, parce que je vois qu'il y a le signe. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer le signe? On a affaire à une courbe, donc là je parle de f', qui décroît et qui croît ensuite, avec un minimum qui a une hauteur de 3. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une courbe qui n'atteindra jamais 0 et encore moins en dessous. Donc si maintenant on s'intéresse à son signe, eh bien en fait, on va juste dire que le minimum de f' étant atteint en 3, alors étant 3, pas atteint en 3, atteint en c'est pour le x, hein, étant 3, f' est toujours positive. Sur notre intervalle d'étude qui est 0 plus l'infini. Alors tout ça, ça peut être fait avec des tableaux pour peut-être rendre ça un peu plus visuel. N'hésitez pas à refaire ça sous forme de tableau. Alors il y avait une troisième chose à faire que je n'avais pas vue. Il y a étudier les variations, puis étudier, sous-entendu, le signe, puis en déduire le sens de variation. En déduire le sens de variation, mais regardez, on se retrouve à la première ligne. On vient d'accéder au signe de f', et le signe de f' donne accès aux variations de f, et c'est ce qui nous est demandé sur cet intervalle. Donc du coup, on va dire qu'ici, puisque f' est positive, eh bien, on a forcément f qui est strictement croissante sur le même intervalle. On s'attaque à la dernière question, enfin les deux dernières questions, 4a, 4b. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça doit vous évoquer quelque chose, une unique solution alpha sur un intervalle. Ça doit effectivement vous faire penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, TVI pour les intimes. Ne dites pas TVI tout seul ou c'est le TVI comme j'entends beaucoup, puisque ce n'est pas une unique solution le TVI, ça ne se concentre pas sur une seule solution mais plusieurs. Le corollaire, lui, se centre sur une unique solution. Donc c'est ça qu'on va invoquer. Et il nous faut 3 ingrédients pour ça, donc à connaître par cœur. Il faut tout d'abord que votre fonction soit continue. Comment est-ce qu'on justifie ça? Bien justement, normalement, on a fait soit un tableau de variation, soit on a montré une ligne pour le signe de la dérivée. Ça veut dire qu'on a dérivé, ça veut dire que la fonction est dérivable. Donc continue car dérivable. Donc vous dites continue car dérivable d'après le tableau de variation, ou alors dérivable, ça a été aussi noté dans l'énoncé d'après la question 2. Donc continue car dérivable, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, il faut qu'elle soit monotone. Donc ça c'est pareil, c'est soit le tableau de variation que vous avez fait qui le justifie, donc on dira f est strictement croissante d'après le tableau de variation strictement décroissante, ou alors vous venez, comme on vient de le faire, de montrer que f est strictement croissante en toutes lettres. Deuxième ingrédient donc, f est monotone. Les deux ingrédients que je viens de donner sont à préciser, enfin on doit préciser sur quel intervalle
On le fait, donc tout se jouera sur 0 plus l'infini. Donc, le troisième ingrédient, il revient à encadrer cette valeur de 0. Et on va voir comment on va procéder. Alors, rédigeons déjà les deux premiers ingrédients. On va dire que sur 0 plus l'infini, commençons par ça. Tout d'abord, nous avons f qui est, d'une part, qu'est-ce que j'ai dit? Continu, car dérivable. Donc ça c'est d'après la question 2, hein, on nous dit clairement f est 2 fois dérivable. F est strictement croissante, car, et c'est même pas car, c'est d'après la question 3b, on a conclu là-dessus. Donc d'après la question 3b. Bon, on a fait 2/3 du travail, et on va terminer d'une manière un petit peu particulière, puisqu'il va falloir qu'on arrive à encadrer 0 pour justifier que sur cet intervalle, avant ce alpha, vu que f est croissante, eh bien l'ensemble des images sont négatives, et après alpha, l'ensemble des images est positive. Alors là, ce qui pourrait nous être quand même utile dans un premier temps, c'est de répertorier nos résultats précédents dans un tableau. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et alpha. Donc du coup, ce qu'on sait, c'est que alpha, actuellement, c'est solution de l'équation f de x égale 0. Donc du coup, je partirai de ce constat pour pouvoir raisonner. Ce qui veut dire que comme alpha est solution, on a f de alpha égale 0. Donc on va aller remplacer f de alpha par sa valeur. Alpha fois ln alpha carré moins 1 sur alpha égale 0. On n'a qu'à tout mettre au même dénominateur, hein. Moi c'est le réflexe que j'aurai dans ce cas-là. Et ça va nous faire apparaître dans ce terme une multiplication par alpha qui va faire apparaître ici alpha carré. Donc ici, on va multiplier par alpha, et donc ce qui va faire apparaître alpha carré ici. Donc du coup, ça va me faire du alpha carré
Voilà, ln alpha carré moins 1 parce que j'ai multiplié ce terme-là par alpha. Ensuite, quelle tête est-ce qu'on veut? Je suis en train de me dire, je suis pas bien parti parce que je voudrais quand même... Je vois apparaître du exponentiel. Donc je me dis qu'il doit y avoir du ln tout seul à gauche à un moment donné pour que celui-là se retrouve tout seul. Alors du coup, je vais reprendre ce que j'avais avant, mais je vais plutôt faire passer le moins 1 sur alpha de l'autre côté. Donc ça veut dire que j'aurai ça d'un côté et j'aurai 1 sur alpha de l'autre. De telle manière qu'ensuite, ce alpha-là, comme il est multiplié de ce côté-là, il va se retrouver multiplié en bas de ce côté-là, dans la ligne du dessous. Donc, du coup, ça nous fait ça. Je dégage le alpha ici et je mets alpha carré. Voilà, ça sent un peu meilleur parce que regardez, le 1 sur alpha carré, il vient d'apparaître. On continue. Mais pour évacuer le logarithme ici, je vais passer tout en exponentiel. Autrement dit, je vais prendre tout ça, je vais mettre exponentiel. Donc là, ils écrivent exp, moi je vais faire comme eux. Hein. Exp entre parenthèses de tout ça. Et ben, ça doit être égal à exp de tout ça, exponentiel hein, de tout ça. Or, vous savez que exponentiel ln x, c'est x. Donc exponentiel ln de alpha carré, et ben c'est ni plus ni moins que alpha carré. Donc du coup, je vais me retrouver avec ici qui reste tout seul alpha carré, et ça fait exponentiel 1 sur alpha carré. Je crois qu'on arrive au but. Ce qui nous amène à la fin de cet exercice. N'hésitez pas à le repasser en revue, à revoir les parties qui vous ont paru un peu plus complexes à suivre, à essayer de les refaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore sur un autre thème, géométrie dans l'espace ou les suites. À bientôt!